Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur le plateau de votre émission préférée. Aujourd'hui, nous voulons parler de la paix. On ne peut parler de la paix sans parler des crises, des conflits, sans parler des difficultés qui sont liées au manque de paix. Et pour en parler sur notre plateau, nous avons des invités très connus de la place publique, je dirais, et je m'en vais tout de suite vous les présenter. J'ai à mon extrême droite le papa, le doyen, Nanema Kouka Edouard, soyez le bienvenu. Vous êtes administrateur civil et vous avez occupé un certain nombre de postes de responsabilité comme préfet, maire, etc. Ensuite, nous avons mon frère Da, Robert Adta, enseignant de profession et membre d'une association Graines de Paix. Et à ma gauche, Madame Wangrawa Lucie, magistrat. Nous avons à mon extrême gauche le pasteur Tapsoba Flavien, président de la sous-commission droits spécifiques de la Commission nationale des droits humains. Voilà, le décor est ainsi planté. Qu'est-ce qui peut causer, je dirais, les conflits au sein d'une population dans un même pays, dans une même nation, ou peut-être entre deux nations? L'une des causes que je vais évoquer peut être liée à la question identitaire. Soit, par exemple, un groupe donné revendique une certaine identité, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas cette valeur-là. Alors on revendique, et cette revendication peut aussi entraîner des conflits. Ou il y a aussi la question de la justice. Lorsqu'il y a l'injustice atteint un certain niveau, où les gens se sentent menacés, où ils savent qu'ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir avoir raison lorsqu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'en ce moment, on se rend compte que les institutions en place ne sont pas assez fortes pour pouvoir vraiment aider les gens à pouvoir résoudre leurs problèmes. Alors en ce moment, les gens sont quand même tentés de pouvoir utiliser d'autres moyens pour pouvoir se faire justice. Et quand on se fait justice à soi de cette façon, forcément, ça peut dégénérer et entraîner des conflits. Donc le problème, le nœud de toutes ces sources-là, c'est généralement les intérêts divergents. Donc on a des intérêts et chacun veut descendre ses intérêts. Bon, à partir de là, on peut citer également surtout la source ethnique. Elle est généralement la source de beaucoup de conflits en ce qui concerne l'Afrique et même ailleurs. Les causes sont multiples et peuvent être liées les uns aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule source. Est-ce que la richesse ne peut pas être source de conflit? Parce qu'on peut avoir un potentiel, une richesse là, à partager. Et le partage du gâteau, la plupart du temps, entre individus ou monsieur de la graine de paix, vous avez une idée? J'ai une idée. En fait, je pense que la richesse elle-même ne pose pas le problème. C'est sa gestion qui pose problème. La manière dont on va gérer les ressources là, la richesse, c'est ça qui va poser. Je pense que c'est partout. Que ce soit même les ressources minières et autres, l'exploitation. C'est ça qui pose un problème. Vous prenez un village où il y a vraiment des ressources minières, on vient, on exploite et ces gens sont là, ils n'ont rien, ils n'ont même pas à manger alors qu'ils savent que leurs sous-sols est riche. C'est ça qui va poser le problème. La richesse en tant que telle, en tout cas, ne devait pas être source de conflit, mais il y a dans le cœur de l'homme ce côté que l'on oublie très souvent, la convoitise. Mais ce n'est pas parce que les gens aussi manquent de quoi, mais on convoite pourquoi lui, il a ça, pourquoi ce n'est pas moi. Et là, c'est source de conflit. Que chacun donc se contente de ce que Dieu lui a donné. Et là, on pourra donc dire que c'est le chemin de la paix comme ça. Dans une nation, quand le chef là, ceux qui sont à la tête là, sont des hommes en crise, c'est grave. Pour qu'il y ait moins de conflits, parce que le conflit ne peut pas tout balayer, que chacun essaie d'avoir la crainte de Dieu. Les hommes, je dirais de la rue, dans le sens non péjoratif bien sûr, ont donné leur point de vue sur les sources de conflits, le manque de paix dans un pays, dans une nation. Je vous invite à les suivre et nous allons en discuter. Quelles sont souvent les causes des conflits dans un pays? Par exemple, le groupe ethnique, la guerre civile. Quelles sont souvent les causes de ces conflits? Mais je crois que c'est le manque de compréhension. S'il n'y a pas de compréhension entre les populations, entre les peuples,
ben, il est évident qu'il peut y avoir des conflits. On ne comprend pas les cultures de chacun. Donc souvent, bon, on peut considérer quelque chose comme bon ici et puis à quelque part ce n'est pas bon. Bon, pour le mélange maintenant de ces ethnies dans un seul lieu, ça peut amener aussi des conflits. Pour moi, ce qui peut faire la paix dans un pays, c'est le bien-être de la population. Il y a des raisons historiques qui peuvent entraîner des conflits dans un pays. On voit que souvent, surtout dans les pays africains, avec la multiplicité des ethnies, les gens ont tendance à se faire la guerre entre ces différentes ethnies-là. Je peux citer la mauvaise gouvernance. Selon moi, c'est l'incompréhension entre les dirigeants. Problème même interne entre les dirigeants. Le gouvernement ne tient pas sa promesse. Le manque d'écoute de la population. Il y a d'abord des raisons culturelles. S'il y a un groupe ethnique qui sont un peu frustrés, souvent ça envoie des révolutions. La duplicité de nos autorités qui fait qu'ils ne veulent pas, ils expriment leur volonté manifeste de ne pas vouloir le bien justement de toutes les nations africaines. Quand on se sent marginalisé, jusqu'à un certain moment donné, ça suscite la révolte. Je pense que c'est l'argent qui est à la base de presque tous les conflits. Moi je dirais simplement la pauvreté, et surtout en Afrique. Et tant qu'il n'y a pas un bon partage en fait, des ressources, bon, ça peut être effectivement source de conflit. Alors qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ils ont touché quand même en tout cas l'ensemble de ce qui peut apporter des conflits au sein d'une communauté. Et je pense que c'est quand même une très bonne chose que les gens aient conscience de cela. Si la grande majorité de nos populations ont conscience de cela, c'est déjà un bon départ. Parce que quand on ne connaît pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Mais dès qu'on sait qu'il y a un problème, qu'on le connaît, alors on essaie de le résoudre, de l'éviter, en tout cas si il peut se présenter plus tard. Donc moi je souhaiterais que nos populations soient sensibilisées par rapport à tout ce qui peut entraîner des conflits au sein d'elles-mêmes. C'est vraiment important. Les intervenants sont revenus un peu sur les causes et les sources que nous avons soulevées, tantôt les sources ethniques, l'incompréhension entre les gens. Je pense que c'est les intérêts divergents et la différence qui existe entre les personnes, la mauvaise gestion et également les sources politiques, comme je dis, les divergences entre les politiques. Et ils ont également conscience que ce sont des faits réels, comme le dit le pasteur, et qu'il faut essayer de trouver des solutions afin d'éviter qu'il y ait des sources de conflit. Donc normalement que l'État, les ressources soient bien gérées, mais que également les gens respectent la loi. Si on respecte la loi, normalement on ne doit pas faire de discrimination compte tenu de la race, de l'ethnie de quelqu'un, etc., etc. Donc, si tout le monde respecte les principes et les règles juridiques, en principe, il n'y aurait pas de problème. Quelqu'un a dû faire mention dans ce que nous venons de voir. Il a parlé de la marginalisation d'un groupe de peuple donné. Et moi, je dirais même l'exclusion. Quand à un certain moment, on marginalise un groupe de personnes ou un peuple donné par rapport à la chose publique ou par rapport à la gestion, finalement, ça peut le pousser à une situation où on peut arriver à des conflits. Parce qu'en ce moment, ils se sentent diminués, et ils sentent qu'on ne leur donne pas l'opportunité ou la possibilité de participer à la gestion du pays ou de la chose publique, etc. Et en ce moment, ils sont dans une position où ils sont souvent obligés de passer par les conflits pour pouvoir en fait revendiquer en quelque sorte ce dont ils ont droit. Nous attirons l'attention des gouvernants, des autorités pour dire de faire attention par rapport à certains points, des indices qu'on a sur le terrain pour pouvoir prendre en compte ou considérer le besoin du peuple ou pour que ces personnes-là soient satisfaites pour éviter que des conflits n'arrivent. Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à suivre un documentaire sur les enfants soldats en Ouganda. Ils nous racontent ici comment ils ont vécu la guerre et ses conséquences et comment ils luttent pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vous emmène en Ouganda.
Cette région semble très paisible, mais pendant un certain temps ici, c'était horrible. Nous partirons dans un centre chrétien pour des filles. Ici, les filles habitent et reçoivent une formation. Ces filles ont été enlevées et même torturées pendant la guerre. Elles servaient d'esclaves sexuels. Elles ont perdu leur maison et leurs parents qui ont été tués à cause de la guerre. Quelques-unes même ont été forcées de tuer leurs propres parents. Il y avait des filles qui étaient enceintes quand elles sont venues. D'autres sont venues avec des bébés. Ce sont des bébés des rebelles, leurs ennemis. Elles aiment beaucoup leurs bébés parce que les bébés sont innocents. Pauline était kidnappée par les rebelles pendant 7 années. Les hommes étaient souvent en colère et ils étaient très cruels. La plupart des filles étaient très jeunes quand elles sont venues. Elles avaient 16 ou 17 ans. Donc elles ont eu leur premier bébé à l'âge très jeune. Est-ce que ces hommes n'ont pas mauvaise conscience? Ils n'ont pas. Ils disent, tu ne m'intéresses pas, tu n'es pas mon choix. Tu n'as pas ton père ou ta mère ici. Tu n'as donc pas le droit de refuser. Tu es dans leurs mains. Ils peuvent te traiter comme ils veulent. Je suis impressionné par la passion que les gens du centre ont pour ces jeunes filles et ils font tout pour les aider à reprendre une vie nouvelle. Ils veulent montrer l'amour de Jésus pour eux. C'est Christ qui leur donne la passion d'aider ces filles. Maintenant, j'aurai une interview avec un jeune qui pendant 7 ans était un enfant soldat. Il a même fait la prison. Nous l'avons rencontré dans un centre de réhabilitation. Il a vu des choses terribles et probablement il a lui-même tué des gens. Je tirais sur les gens. Ils utilisent toujours les plus jeunes pour tuer les gens parce que si tu es petit, on ne va pas vite te remarquer. Penses-tu que Dieu a pardonné les choses que tu as faites dans le passé? Pour cela, je devrais prier Dieu pour avoir le pardon. Tout ce que j'ai fait, j'étais obligé de le faire. Ce n'était pas ma propre volonté. J'exécutais simplement ce qu'il me disait. J'étais enlevé et j'ai essayé de retourner à la maison parce que je ne voulais pas vivre en brousse avec des rebelles. Si Dieu entend ma prière, il peut me pardonner. Cette croix est un monument de mémoire dans le nord d'Ouganda, là où les choses les plus horribles se sont passées. Est-ce que les gens peuvent pardonner? Oui, ils ont la volonté de pardonner. Quand le chef des rebelles est venu personnellement, les gens lui ont fait savoir qu'ils voulaient lui pardonner. Ils voulaient oublier le passé et commencer un nouveau chapitre. Comment est-ce possible qu'ils soient capables de pardonner? Oui, c'est possible parce que les gens croient en Dieu. La meilleure des choses est d'oublier le passé et d'aller de l'avant. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Parce que le pardon est la meilleure des choses. Parce que les enfants étaient kidnappés et ils étaient obligés de tuer, non pas parce qu'ils voulaient tuer, mais parce qu'ils ont été forcés de le faire. Donc nous devons manifester le pardon. Est-ce difficile? Le pardon n'est pas une chose facile, mais nous devons le faire parce que la parole de Dieu dit de pardonner et tu seras pardonné. C'est pas facile, mais c'est possible. Les gens l'ont fait. Alors, vos réactions à chaud? C'est vraiment dommage parce que ce conflit est arrivé à s'est passé dans l'espace de peut-être quelques mois, quelques années. Mais ses conséquences vont durer presque un siècle. Presque un siècle dans la mesure où ces bébés qui sont nés là, on espère que d'ici quelques 50, 60, 70 ans, voire 80 ans, ces enfants-là seront là. Et après, eux aussi, leurs petits-enfants vont se demander quelle est comment je vais dire ça, notre source. Et quand ils apprennent ça, qu'est-ce que ça peut donner? On ne sait pas ce que cette graine-là peut germer et produire plus tard. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà pourquoi on sait quand un conflit commence. Mais quand il se termine, personne ne le sait.
On a parlé de pardon. Effectivement, Dieu pardonne, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Donc, je pense que avant de déclencher un conflit, quel qu'il soit, il faut s'asseoir, réfléchir un peu aux conséquences. Cela devrait davantage interpeller nous autres, parce que quand on regarde, on se dit c'est au loin. Ça concerne des peuples qui n'ont pas du tout la même mentalité que nous. Et ces choses-là ne peuvent pas arriver. Alors qu'en réalité, elles peuvent arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est effectivement prendre des dispositions pour éviter que cela n'arrive. Ces choses-là, les conséquences vont durer des siècles et des siècles. Parce que on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier, malheureusement. Et si on n'oublie pas, il y a toujours des possibilités de résurgence. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement, mais que les pays qui n'ont pas encore connu ce genre de choses-là prennent des dispositions pour se prémunir contre cela. C'est triste de voir des enfants qui sont enrôlés dans des situations de ce genre. Bon, si on se réfère du point de vue de la loi, je pense que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant interdit le recrutement des enfants, c'est-à-dire surtout ceux qui sont moins de 15 ans. Mais bon, en dehors de cette situation, il y en a qui continuent de recruter. Et comme on a vu en Ouganda, et un peu partout à travers l'Afrique, il y a un quart environ des enfants soldats qui sont des filles. Et ce qui explique les situations de viol et des enfants qui sont là. Même lorsqu'on arrête un conflit, généralement ce n'est pas tout à fait le retour total de la paix, dans la mesure où il y a généralement des dégâts qui sont commis non seulement psychologiques, mais également les dégâts, les pertes en vie humaine et les dégâts matériaux. Donc bon, c'est vraiment que de telles situations ne se reproduisent plus. J'ai entendu parler de pardon. Bon, oui, le pardon, parce que le feu, comme je dis, le feu ne peut pas éteindre le feu. Donc généralement, il y a des situations de médiation, on arrive à amener les gens à se réconcilier. Mais présentement, le plaidoyer, c'est que les enfants qui ont été soldats, qui ont commis des crimes, puisqu'il y a un qui disait qu'il a tué des gens et qu'il espère qu'il va être pardonné, c'est le plaidoyer afin que ces enfants-là ne soient pas tenus responsables, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas jugés pour les actes qu'ils ont commis. Mais maintenant, en ce qui concerne les commanditaires, il y a généralement la Cour pénale internationale qui poursuit certains. C'est vrai qu'il y a de l'amnistie qui est proposée à d'autres, mais bon, voilà ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, il faut tout faire pour que de telles situations ne se produisent pas. Et que même si elles se produisent, que les gens arrivent rapidement à se réconcilier et que la paix puisse demeurer dans le cœur des gens. Et on se rend compte qu'une fois qu'on est en état de guerre, même la loi, on l'oublie. Même quand on est en état de guerre, il y a des règles minimales. Donc vous voyez, par exemple, je vous ai dit que la Convention des Nations Unies interdit le recrutement des enfants de moins de 15 ans, c'est-à-dire à partir de 15 ans. Voilà, en dessous, on ne doit pas le faire. Pourquoi il le fait? Parce qu'au plan national, je ne pense pas qu'on puisse recruter un enfant de 15 ans, 16 ans. Ce n'est pas possible. C'est pour dire qu'en état de guerre, il y a des règles un peu spéciales qui s'appliquent. Et encore faut-il encore que ce minimum-là soit respecté. Parce qu'on a vu, il y a une fille qui vient à 16 ans, ils ont déjà des enfants. Ça veut dire qu'on les a recrutés à quel âge? Peut-être à 8 ans. Forcer quelqu'un à tuer son propre père ou sa propre mère, je pense que c'est carrément détruire la personne, surtout quand ce sont des enfants. C'est triste quoi, qu'on amène des enfants, on les prenne comme des bombes, parce qu'on ne soupçonne pas. Quand un enfant s'approche, on ne pense pas immédiatement que ça puisse être un danger. Voilà, donc il faut vraiment préserver ces enfants qui sont l'avenir de demain, les hommes de demain. Il ne faut pas, pour pouvoir propager la paix, il faut encore que la personne ait la paix en soi. Alors que si on détruit intérieurement, psychologiquement la personne, en fait c'est une bombe à retardement qu'en fait on a fabriquée et dans l'attente qu'elle explose. On se rend compte que c'est les innocents qui payent le prix le plus lourd dans cette situation. Ces enfants qui ont été enrôlés, effectivement, n'étaient pas au départ les personnes concernées. Et alors, en ce moment, on profite de cette vulnérabilité de l'enfant et on l'inclut qu'un certain nombre de choses à faire. On est aussi capable de faire le bien
mais on est aussi capable de faire le mal en même temps. Et c'est ce qu'il faut, le travail à faire, c'est de faire en sorte que notre côté négatif soit minimisé au profit de ce qui est positif. C'est ça. Et je pense que tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Mettre beaucoup plus l'accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Pour en arriver à la réconciliation, il faut d'abord passer par le pardon. Alors, est-ce que c'est toujours aussi facile que ça de pardonner? Si vous êtes croyant, comme nous autres, le pardon est possible. Parce que quelle que soit vraiment la faute, mais on peut toujours pardonner. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ça qui est un problème. Et donc, effectivement, le rôle d'éducateur des institutions, on doit prendre le relais pour que les gens, malgré tout, quand même s'efforcent de pardonner. Parce qu'il n'y a que par le chemin du pardon que la paix peut revenir. À part la définition commune qui est l'absence de guerre, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition à la paix? Succinctement, on peut définir le mot paix en tant que tel selon dans deux aspects, dans deux catégories. D'abord, dans le sens du droit privé, c'est-à-dire d'abord la paix que quelqu'un peut ressentir en soi-même, l'accord, l'état de tranquillité intérieure que la personne peut avoir. Mais également, la paix désigne l'état de tranquillité, de concorde qui peut exister entre deux ou plusieurs personnes. Si on le ramène au niveau de la nation, ou d'un pays, ou encore entre les pays, la définition prend un sens beaucoup plus de politique internationale. En ce moment, la paix désigne l'état de tranquillité, de concorde qui existe entre les concitoyens d'un pays, et qui symbolise un peu l'absence de troubles, de conflits sérieux. Et puis également la bonne intelligence qu'un pays ou une nation entretient avec les autres États. Comment faut-il préserver cette paix relative que nous avons, la faire durer et la faire perdurer? À ce niveau, il y a lieu de mettre l'accent sur la sensibilisation, on n'en dira pas assez, à tous les niveaux, pour que la génération montante là, en tout cas, qu'on inculque en elle les valeurs de la paix plutôt que des valeurs de bravoure négative. Sinon, nous allons nous détruire pour rien. Il n'y a pas de développement sans paix. On pourrait dire que le nouveau nom du développement, c'est la paix. Si on n'a pas de paix, on ne peut rien entreprendre. S'il n'y a pas de paix, on cherche d'abord la survie avant de chercher quoi que ce soit. Donc c'est la base même de la vie dans la communauté. Et que tout, pour la préserver, il va falloir que du sommet jusqu'à la base de l'État, chacun joue sa partition. On a parlé tantôt de bonne gestion, de bonne gouvernance, que ce soit fait, que la justice soit bien rendue, afin qu'il n'y ait pas des sentiments d'injustice qui puissent amener des gens à vouloir se venger, mais également que des cellules de veille soient mises en place afin qu'on puisse identifier très rapidement au niveau des petites localités ce qui peut être source de conflit et déjà chercher à trouver les solutions les plus idoines, notamment en ce qui concerne le problème foncier, afin que ça ne soit pas une source de conflit, mais également que les gens respectent les normes et les règles qui gouvernent la vie en société. Je pense que ce sont ces éléments qui peuvent permettre de pouvoir maintenir et préserver cette paix que nous avons tant et le respect d'autrui. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on ait toujours à l'idée que la paix n'est jamais acquise définitivement. Et quand on dit ça, ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle il faut travailler chaque jour. Donc ça, au niveau individuel, familial, social, communautaire, il faut que chacun de nous travaille dans ce sens. Et je dirais également que la paix, en me référant au nom de l'association à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire Graines de paix, c'est-à-dire ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter quand le moment de la récolte va arriver. Et je pense que c'est ça. Que ce soit le conflit, si aujourd'hui nous sémons des situations conflictuelles, évidemment un jour, nous allons en arriver là. Mais si aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre pour s'aimer des comportements, des habitudes dans le sens de la paix, effectivement, ça va contribuer
à garantir ou à garder cette paix que nous avons, ou même voire même renforcer. Aucun pays n'arrive à établir la paix d'une façon définitive. Bon, surtout pas les jeunes États comme les nôtres. Dans ces jeunes États-là, il faut toujours... La paix n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Il faut travailler pour maintenir la paix. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Je voudrais vraiment, en votre nom, chers téléspectateurs, dire merci à nos invités qui ont accepté notre invitation. Et à vous, téléspectateurs, je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la paix. Au revoir.